Elle a dit, je prends un congé sabbatique de mariage. Nous restons mariés, mais je sors librement avec d'autres personnes pendant 6 mois. Elle avait lu ça dans un livre de développement personnel. J'ai dit, ça ressemble à un divorce. Puis j'ai appelé mon avocat cet après-midi-là et j'ai déposé la demande en premier. Quand elle a fini son livre et qu'elle est venue pour discuter des termes. Moi, 36 ans, homme, suis marié depuis 7 ans, ensemble depuis 9 ans au total. 2 enfants, un fils de 5 ans et une fille de 3 ans. Je travaille comme coordinateur logistique pour une entreprise de distribution. Ce n'est pas prestigieux, mais ça paie 68 000 €. C'est stable, et j'y suis depuis 8 ans. Ma femme est hygiéniste dentaire. Elle gagne environ 57 000 €. Ensemble, nous nous en sortons bien. Pas riches, pas en difficulté. Nous sommes propriétaires d'une maison de 3 chambres avec une hypothèque de 173 000 € restant. Nos 2 noms sont sur l'acte de propriété. Je vous donne les détails financiers d'emblée parce que cela devient important plus tard. Et parce que je veux que vous compreniez que ce n'est pas l'histoire d'un type riche avec des options. Je suis un père de la classe moyenne avec une hypothèque, une carte Carrefour et un monospace vieux de 10 ans. Je n'ai pas d'argent de côté. Je n'avais pas de plan de secours. J'avais juste le numéro d'un avocat que mon collègue m'avait donné il y a 6 mois quand il a traversé son propre divorce, et je n'aurais jamais pensé que je l'utiliserais. Mon mariage n'était pas parfait. Je veux être honnête à ce sujet. Nous étions dans une routine depuis probablement les 2 dernières années. Le genre de routine où vous êtes des coparents efficaces, mais vous avez cessé d'être un couple. Les soirées en amoureux ont cessé. Les conversations sont devenues logistiques. Qui va chercher les enfants? As-tu payé la facture d'électricité? Il y a une fuite sous le lavabo de la salle de bain. Nous n'avions pas eu de relation intime depuis environ 4 mois lorsque cela s'est produit. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je pensais juste que c'était l'usure normale de 2 parents qui travaillent avec de jeunes enfants. Je pensais que nous allions surmonter ça. Ma femme a commencé à lire des livres de développement personnel il y a environ 1 an. Au début, je pensais que c'était génial. Elle lisait des choses sur la pleine conscience, la communication, la croissance personnelle. Elle a rejoint un club de lecture en ligne, un de ses groupes Facebook avec environ 15 000 membres. Elle parlait des livres au dîner, et certaines des idées étaient en fait décentes. J'en ai même lu un qu'elle a recommandé sur l'intelligence émotionnelle. C'était bien. Puis la sélection de livres a commencé à changer, moins sur la communication et plus sur la reconquête de votre moi authentique et la décentralisation de votre mariage de votre identité. J'ai remarqué que le langage dans notre maison changeait. Elle a commencé à dire des choses comme « je dois honorer mon parcours » et « j'ai joué le rôle de l'épouse au lieu d'être moi-même ». Je n'aimais pas ça, mais je me suis dit qu'elle était en train de traiter quelque chose et que je devais lui laisser de l'espace. Il y a 3 semaines, elle m'a fait asseoir après que les enfants soient au lit. Elle avait un livre sur la table basse, un livre de poche avec un coucher de soleil sur la couverture, et un titre que je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas lui donner plus d'attention. Elle avait mis des notes autocollantes sur environ 30 pages. Elle avait l'air sur le point de donner une conférence TED. Elle a dit, « Je veux prendre un congé sabbatique de mariage. » J'ai dit, « Quoi ?» Elle l'a expliqué. Le concept de ce livre est que les couples mariés peuvent prendre une pause structurée, généralement de 3 à 6 mois, où les 2 partenaires sont libres d'explorer des relations en dehors du mariage. Vous restez légalement mariés. Vous restez dans la même maison si possible. Vous continuez la coparentalité, mais vous sortez librement avec d'autres personnes avec une transparence radicale. Elle a dit qu'elle voulait 6 mois. Elle a dit qu'elle avait déjà pensé à la logistique. Elle sortirait les soirs de semaine quand j'avais les enfants. Je travaille plus tôt et je rentre plus tôt, donc je m'occupe déjà de la plupart de la parentalité du soir. Elle voulait que je me sente aussi libre d'explorer, mais a dit qu'elle comprenait si j'avais besoin de temps pour me faire à l'idée. Elle en a discuté avec son club de lecture, et ils étaient extrêmement favorables. Je suis resté assis là pendant environ 30 secondes, ce qui lui a apparemment semblé long car elle a recommencé à parler. Elle a dit que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de sa croissance. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle s'était perdue dans le mariage. Elle a dit que le livre avait changé sa perspective sur ce que signifie vraiment l'engagement. J'ai dit, ça ressemble à un divorce. Elle a ri, a vraiment ri,
comme si j'avais dit quelque chose de charmant et naïf. Ce n'est pas un divorce. C'est le contraire du divorce. C'est choisir de renforcer le mariage en se donnant mutuellement de l'espace pour grandir. Tu veux coucher avec d'autres personnes et rester marié. Ce n'est pas de l'espace pour grandir. C'est juste de la tromperie avec un livre de développement personnel comme alibi. Son visage a changé. Elle ne s'attendait pas à une opposition. Le club de lecture l'avait apparemment tellement encouragée qu'elle croyait sincèrement que j'accepterais immédiatement ou que je prendrais au moins une semaine pour y réfléchir. Elle a dit, ce n'est pas de la tromperie. La tromperie, c'est de le faire dans le dos de quelqu'un. Je suis transparente. D'accord, je vais être transparent aussi. Si tu commences à sortir avec d'autres personnes, je demande le divorce. Ce n'est pas une menace. C'est juste ce qui va se passer. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, tu es réactif. Le livre dit que le partenaire, qui ne l'a pas lu, a souvent une réaction basée sur la peur. Tu devrais lire le livre avant de prendre des décisions. Je n'ai pas besoin de lire un livre pour savoir ce qu'est un mariage. Elle a pris son livre, est allée dans la chambre et a fermé la porte. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Non pas parce qu'on m'avait mis dehors. J'avais juste besoin de réfléchir. Voici le truc. J'étais allongé sur ce canapé à regarder le plafond et quelque chose m'est venu à l'esprit que je ne pouvais pas ignorer. Elle n'avait pas proposé cela théoriquement. Elle avait déjà pensé à la logistique. Elle avait choisi les soirs de semaine. Elle en avait discuté avec son club de lecture. Ce n'était pas une femme qui lançait une idée. C'était une femme qui présentait un plan qu'elle avait déjà décidé et le présentait comme une conversation, ce qui signifiait une de ces deux choses. Soit elle y pensait depuis longtemps et s'était déjà mentalement désengagée, soit elle avait déjà rencontré quelqu'un et cherchait une structure de permission. Quoi qu'il en soit, j'étais face à la même fin. J'ai appelé l'avocat le lendemain après-midi, celui que mon collègue m'avait recommandé. J'ai eu une consultation ce vendredi-là. Je ne l'ai pas dit à ma femme. Pas encore. J'avais besoin de comprendre ma position avant d'ouvrir à nouveau la bouche. L'avocat a été direct. Il a dit, dans notre pays, le divorce est sans faute. Donc, l'histoire du congé sabbatique de mariage était légalement non pertinente. Cela n'aiderait ni ne nuirait à aucun de nous deux au tribunal. Il a dit que la maison serait probablement partagée. L'un de nous devrait probablement racheter la part de l'autre, ou nous la vendrions. La garde serait probablement une forme de garde partagée, probablement 60-40e ou 50-50e, en fonction des horaires et de la situation scolaire des enfants. Il a dit, le fait de déposer la demande en premier ne vous donne pas un avantage juridique, exactement, mais cela vous met en position d'avoir vos papiers en ordre, votre documentation en ordre et votre calendrier fixé. Il a dit, la personne qui dépose la demande en premier est généralement la personne qui y a réfléchi. Les juges remarquent la préparation. J'ai déposé la demande le lundi suivant. J'ai fait signifier les papiers à ma femme le mercredi. Elle était à la table de la cuisine quand l'huissier de justice est venu. J'étais au travail. Elle m'a appelé 11 minutes après la livraison. Je le sais parce que j'ai regardé mon téléphone sonner et j'ai vérifié l'heure. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai décroché la deuxième fois. Tu as déposé une demande? Es-tu fou? J'ai dit, un congé sabbatique, pas un divorce. Et j'ai dit, ça ressemble à un divorce. Je ne plaisantais pas. Tu ne m'as même pas laissé le temps d'expliquer. Je n'ai même pas fini le livre. Tu n'as pas besoin de finir un livre pour me dire que tu veux sortir avec d'autres hommes. Cette partie était assez claire dans le chapitre 1. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce que tu voulais, c'était la permission de me tromper selon un calendrier. Je te donne quelque chose de mieux. Une liberté totale, en permanence. Elle a raccroché. Je suis retourné au travail. Mes mains tremblaient. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas le cas. Mise à jour 1. 9 jours plus tard. Beaucoup de choses se sont passées. Je vais essayer d'être organisé à ce sujet parce que mon cerveau a l'impression de fonctionner à la caféine et à la rancune en ce moment. La nuit après qu'elle ait reçu les papiers, elle est rentrée à la maison. Nous étions toujours dans la même maison à ce stade et avons essayé d'avoir une conversation calme. Elle s'est assise à la table de la cuisine avec le livre devant elle comme si c'était un document juridique et a dit,
je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. J'ai dit, il n'y en a pas eu. Elle a dit, le congé sabbatique ne consiste pas à vouloir d'autres hommes. Il s'agit de me trouver moi-même. La partie rencontre est facultative. Nous pourrions négocier cette partie. Tu as littéralement dit, sortir librement pendant 6 mois. Ce sont tes mots. C'est le cadre du livre. Je présentais juste le concept. Nous étions censés discuter des termes et le personnaliser. Super, je l'ai personnalisé. Ma version s'appelle le divorce. Elle n'a pas apprécié l'humour. Au cours des jours suivants, la maison était tendue mais fonctionnelle. Nous étions polis en présence des enfants. Je dormais dans la chambre d'amis. Elle dormait dans la chambre principale. Nous nous relayions pour les routines du matin et du soir avec les enfants comme si nous faisions des quarts dans un entrepôt. Les enfants ne savaient pas ce qui se passait, ce qui était la seule chose sur laquelle nous étions tous les deux d'accord pour protéger. Puis le club de lecture s'en est mêlé. Je ne veux pas dire métaphoriquement. Je veux dire que son club de lecture en ligne, ce groupe Facebook avec des milliers de membres, est devenu un participant actif dans mon divorce. Elle avait apparemment publié des messages sur notre situation là-bas parce qu'un soir, elle m'a montré son téléphone avec un fil de réponse de femmes du groupe lui disant que je faisais preuve de comportement de contrôle et que j'y utilisais une action en justice contre sa vulnérabilité. Une femme a écrit un paragraphe sur la façon dont le patriarcat conditionne les hommes à considérer l'autonomie féminine comme une menace. Une autre a dit que je la punissais pour avoir eu le courage de demander ce dont elle avait besoin. J'ai lu environ 4 commentaires et j'ai rendu le téléphone. Cool. Y a-t-il des avocates en droit de la famille parmi ces femmes? Ce n'est pas drôle. Je suis d'accord. Rien de tout cela n'est drôle. Elle m'a dit que le groupe lui avait suggéré de prendre son propre avocat. Bien. Elle devrait. Je le lui ai dit directement. Tu devrais absolument prendre un avocat. C'est une procédure judiciaire et tu as besoin d'être représenté. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de suspect. Comme si le fait que je l'encourage à prendre un avocat était en quelque sorte un piège. Ce n'était pas le cas. Je voulais juste que cela se fasse correctement. Elle a pris un avocat à la fin de cette semaine. Une femme d'un cabinet qui fait beaucoup de droit de la famille. Bien. Mon avocat a dit que c'était un cabinet compétent et qu'il fallait s'attendre à une procédure standard. Rien d'effrayant, juste la machine du divorce qui fait son travail. Maintenant, voici où l'arrogance a augmenté. Le lundi après qu'elle ait eu son avocat, elle est venue me voir avec ce qu'elle a appelé une « proposition équitable ». Elle voulait la maison, la garde principale, elle a suggéré que je les ai un week-end sur 2, et une pension alimentaire pour époux pendant 2 ans pendant qu'elle transitionne. Son raisonnement, elle avait été la principale responsable émotionnelle de la famille et avait besoin de stabilité. Je vais le répéter. La femme qui voulait sortir avec d'autres hommes tout en restant mariée avec moi demandait maintenant la maison, les enfants et des paiements mensuels. L'audace était vraiment impressionnante. Je le pense sincèrement. J'étais presque admiratif. Je lui ai dit que mon avocat répondrait à son avocat. Elle a dit, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement en parler comme des adultes? J'ai dit, les adultes ne demandent pas la permission de tromper leur conjoint et ne demandent pas ensuite une récompense quand ça ne marche pas. Elle m'a dit que j'étais cruel. Je lui ai dit que j'étais précis. L'escalade suivante est venue de sa mère. Cette femme, avec qui j'ai eu une relation parfaitement bonne pendant 9 ans, m'a appelé ce mardi-là et a commencé par « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais ma fille me dit que tu essaies de lui prendre ses enfants. » Je n'essayais pas de lui prendre ses enfants. J'avais proposé une garde à 50-50e par l'intermédiaire de mon avocat. 50-50e, à parts égales. Mais ma femme avait apparemment dit à sa mère que je visais la garde exclusive et que je menaçais de prendre les enfants. C'était une fabrication complète, et c'était la première de plusieurs. J'ai dit à sa mère aussi calmement que possible que je cherchais une garde égale et rien de plus. Elle a dit, ce n'est pas ce que dit ma fille. J'ai dit, alors votre fille vous ment, madame. Elle m'a raccroché au nez. Son père m'a appelé 1 heure plus tard. C'est un homme plus calme. Il reste généralement en dehors des choses. Il a dit, fils, je ne connais pas les détails, mais y a-t-il un moyen pour vous deux de régler ça? Le divorce est difficile pour les enfants.
Je lui ai dit que j'étais d'accord que le divorce est difficile pour les enfants et que j'aurais aimé que sa fille y ait pensé avant de proposer un congé sabbatique de mariage, où elle sortirait avec d'autres hommes. Il est resté silencieux pendant très longtemps. Puis il a dit, elle nous a dit que c'était un temps de séparation pour travailler sur le mariage. J'ai dit, ce n'était pas le cas. Il m'a remercié d'avoir été franc avec lui et a raccroché. J'ai eu l'impression qu'il allait avoir une conversation très différente avec sa fille que celle que sa femme avait eue avec moi. Pendant ce temps, au travail, je tenais à peine le coup. Mon patron a remarqué que je n'allais pas bien et m'a pris à part. Je lui ai raconté les grandes lignes, mariage qui se termine, les choses sont compliquées. Il m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin pour les affaires juridiques et que les RH pourraient m'orienter vers le programme d'aide aux employés. J'ai apprécié cela. Je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai apprécié. Ce qui me perturbait le plus, ce n'était pas les affaires juridiques. C'était la maison. Être assis dans la même maison avec quelqu'un qui demande simultanément à sortir avec d'autres personnes et à obtenir votre maison dans le divorce. Cuisiner le dîner dans une cuisine qu'elle veut vous prendre. Regardez vos enfants jouer dans un jardin qui fait l'objet de négociations. C'est surréaliste. Cela vous donne l'impression d'être un invité dans votre propre vie. Mon avocat m'a dit de rester dans la maison. Il a dit que partir avant que le divorce ne soit finalisé peut nuire à votre droit sur la propriété, alors je suis resté. Chambre d'amis tous les soirs pendant des semaines. Mise à jour 2. 16 jours plus tard. Dernière mise à jour. Cela va être long, mais je veux tout noter parce que je pense que l'écrire fait partie de la façon dont je le traite. La procédure de divorce a avancé plus vite que je ne l'avais prévu. En partie parce que mon avocat avait tout organisé dès le premier jour, et en partie parce que ses exigences initiales étaient si loin d'être raisonnables que même son propre avocat semblait savoir qu'elles ne tiendraient pas. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Son avocat a envoyé une proposition formelle qui reflétait ce qu'elle m'avait dit à la table de la cuisine. Maison, garde principale, 2 ans de pension alimentaire pour époux. Mon avocat a répondu avec notre position. Vendre la maison et partager les capitaux propres, garde alternée à 50-50e, pas de pension alimentaire pour aucune des parties. Nos revenus étaient à moins de 11 000 € l'un de l'autre. Il n'y avait aucune base financière pour une pension alimentaire. Nous avons tous les deux travaillé à temps plein pendant tout le mariage. Aucun de nous n'avait sacrifié une carrière pour l'autre. Son avocat est revenu avec une contre-proposition. Elle garde la maison, rachète ma part sur 5 ans, une garde à 60/40e en sa faveur, et 1 an de pension alimentaire transitoire. Mon avocat a qualifié cela de « version améliorée de la même mauvaise demande » et a contre-proposé avec la même position de 50/50e et de vente de la maison. Pendant que les avocats allaient et venaient, les choses à la maison se sont détériorées. Elle avait commencé à rester dehors plus tard les soirs de semaine. Pas dramatiquement tard, comme de 21h à 21h30 au lieu des 18h30 habituels. Elle disait qu'elle était chez une amie ou qu'elle dînait avec un collègue. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas fouiné. Mon avocat m'avait dit de ne pas m'engager dans la surveillance ou la confrontation parce que cela n'aiderait pas mon cas et pourrait le nuire. Alors, j'ai juste noté les heures où elle rentrait à la maison et je les ai écrites. Pas pour le tribunal, pour moi. Parce que j'avais besoin de savoir que je n'inventais pas ça dans ma tête. Puis est venue la conversation qui a changé la trajectoire de tout. Mon fils de 5 ans, m'a demandé un matin pendant que je lui préparais le petit déjeuner. « Papa, qui est l'homme qui est venu chercher maman hier soir ?» J'ai posé la spatule. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand ?» J'ai regardé par ma fenêtre quand j'ai entendu une voiture. Un homme était dans la voiture et maman est montée dedans. Je lui ai demandé à quoi ressemblait la voiture. Il a dit qu'elle était sombre et brillante. Je lui ai demandé s'il avait vu l'homme. Il a dit non, juste que ce n'était pas moi. Puis il a demandé plus de sirop et a continué sa vie parce qu'il a 5 ans et que le sirop est une priorité. Je n'ai pas réagi. J'ai versé le sirop. Je l'ai déposé à l'école. Je suis resté assis dans mon monospace sur le parking de l'école pendant 10 minutes. Puis j'ai appelé mon avocat. Mon avocat a dit que c'était pertinent mais compliqué. Dans notre état sans faute, l'infidélité n'a pas d'impact direct sur la division des biens. Cependant, et c'est la partie qui compte,
cela peut avoir un impact sur la garde si le tribunal détermine que le comportement du parent a démontré un mauvais jugement concernant les enfants. Un enfant de 5 ans qui voit sa mère se faire prendre par un homme inconnu la nuit pendant une procédure de divorce active n'est pas génial pour le récit de « gardien principal stable » qu'elle construisait. Mon avocat a dit « ne la confrontez pas. Ne mentionnez pas ce que votre fils a dit. Documentez-le simplement. Date, heure et ce que l'enfant a rapporté. Nous pourrions en avoir besoin. » Je l'ai documenté. 3 jours plus tard, je faisais la lessive, une des tâches ménagères que nous partagions encore, et j'ai trouvé un reçu dans la poche de son jean. Un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, 2 plats principaux, une bouteille de vin, 117 € pour un mardi soir. Je ne l'ai pas photographié. Je ne l'ai pas gardé. J'ai juste noté la date et le montant. Cela correspondait à la nuit où elle était rentrée à 21h45, en disant qu'elle avait dîné avec un collègue. Je veux être clair sur quelque chose. Je n'étais pas surpris. La proposition de congé sabbatique avait toujours concerné une personne spécifique ou au minimum, un désir spécifique. Le livre était un mécanisme de livraison. À ce stade, j'avais déjà traité la trahison. Ce que je ressentais n'était pas un chagrin d'amour. C'était une justification. J'avais pris la bonne décision. Je ne faisais que recueillir des confirmations. Le tournant dans la procédure judiciaire est survenu environ une semaine plus tard. Son avocat a demandé une médiation, ce à quoi mon avocat a consenti car c'est la norme et les juges aiment voir que les 2 parties l'ont tenté. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence. Moi, mon avocat, elle, son avocat et un médiateur à la tête de la table. Son avocat a présenté son cas, garde principale, garder la maison, pension alimentaire transitoire. L'argument était centré sur le fait qu'elle était le parent, le plus présent, et que la maison offrait une stabilité aux enfants. Mon avocat a ensuite présenté notre cas. Il a été chirurgical. Il a exposé les horaires de travail. Le mien se termine plus tôt. Je vais chercher les enfants à l'école 4 jours par semaine. Je m'occupe de l'heure du bain et du coucher les jours de semaine. Je prépare leur déjeuner. Je les emmène à leur rendez-vous chez le pédiatre. Il avait des documents pour tout cela. Il a présenté le cas financier. Des revenus quasi égaux, aucune dépendance, aucun sacrifice de carrière. Il a présenté les détails de l'hypothèque montrant que j'avais effectué tous les paiements de mon compte au cours des 2 dernières années parce que nous divisions les factures et que l'hypothèque tombait de mon côté. Puis il a abordé la question de la garde. Il n'a pas mentionné l'infidélité. Il n'a pas mentionné le reçu du restaurant. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il a dit, c'est « Mon client a documenté de multiples occasions au cours du mois dernier où la défenderesse était absente du domicile pendant les heures du soir alors que des enfants mineurs étaient présents. À au moins une occasion, l'enfant plus âgé a rapporté à mon client que la défenderesse avait quitté le domicile la nuit avec un individu inconnu. Nous ne cherchons pas la garde exclusive. Nous cherchons une garde égale, mais nous voulons que le tribunal évalue si le récent modèle de comportement de la défenderesse reflète la stabilité qu'elle prétend offrir. » Ma femme est devenue blanche. Son avocat a demandé une pause. Ils sont sortis pendant environ 15 minutes. Quand ils sont revenus, le ton de son avocat avait complètement changé. Elle a dit que sa cliente était disposée à discuter d'arrangements de garde plus équitables. La séance de médiation a duré 4 heures. À la fin, voici ce que nous avons convenu. La maison est mise en vente et vendue. Les capitaux propres sont partagés à 50/50 après le remboursement de l'hypothèque. À la valeur marchande actuelle, nous envisageons environ 41 500 € chacun. Ce n'est pas de l'argent qui change la vie, mais c'est quelque chose. Garde, 50/50, une semaine sur 2. Les vacances en alternance. Les 2 parents dans le même district scolaire. C'était mon objectif depuis le début. Je n'essayais pas de lui prendre ses enfants. J'essayais de garder les miens. Pension alimentaire pour époux? Aucune. Dans les 2 sens. Une rupture nette. Elle garde sa voiture. Je garde mon monospace. Les comptes de retraite restent séparés. Nous ne les avons jamais combinés. Les effets personnels sont déjà partagés. C'était tout. Propre, juste, égal. Exactement ce que j'avais demandé depuis le début. Maintenant,
voici la partie sur laquelle les gens n'arrêtent pas de me poser des questions. Que s'est-il passé lorsque la poussière est retombée et que la réalité l'a frappé? Environ 5 jours après la médiation, alors que nous étions tous les deux encore dans la maison en attendant la mise en vente, elle est venue me parler. Il était tard. Les enfants dormaient. Elle a frappé à la porte de la chambre d'amis, ce qui était inhabituel. Elle m'envoyait généralement un texto si elle avait besoin de quelque chose de logistique. Elle s'est assise sur le bord du lit. Elle avait l'air fatiguée, pas en pleurs, juste dégonflée. Elle a dit, « Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. » J'ai dit, « Tu m'as demandé un congé sabbatique de mariage. » J'ai demandé de l'espace. J'ai demandé que nous essayions quelque chose de différent. Tu as demandé à sortir avec d'autres personnes tout en étant marié à moi, pendant que nos enfants dormaient dans le couloir. Le livre disait. Je me fiche de ce que le livre disait. Je me soucie de ce que tu as dit. Et ce que tu as dit, c'est que tu voulais être avec d'autres hommes tout en me gardant comme filet de sécurité. Je ne suis le filet de sécurité de personne. Elle a dit, le congé sabbatique était censé nous rapprocher. Il nous a amenés à la table d'un médiateur pour diviser nos biens. Alors, je dirais que ça a fonctionné exactement aussi bien que je te l'avais dit. Elle a fixé le sol pendant un long moment. Puis elle a dit, je pense que je connais déjà la réponse, mais y a-t-il une chance que nous puissions arrêter ça? Non. Elle a hoché la tête, s'est levée, a quitté la pièce et a fermé la porte doucement. Je suis resté allongé là pendant un moment, et oui, ça a fait mal. Non pas parce que je la voulais de retour, mais parce que je me suis souvenu de la personne que j'ai épousée, celle qui m'a fait rire dans la voiture lors de notre premier voyage en voiture. Celle qui a pleuré quand notre fils est né et qui m'a regardé en disant « Nous l'avons fait ». Cette personne était réelle autrefois. Et maintenant, c'est quelqu'un qui lit un livre de développement personnel et qui détruit une famille parce qu'un groupe Facebook lui a dit qu'elle méritait d'explorer. L'écart entre qui elle était et qui elle est devenue est la partie la plus triste de tout cela. La maison est mise sur le marché la semaine prochaine. L'agent immobilier est passé hier et a dit que nous devrions la mettre en vente à 285 000 €. Après l'hypothèque, les frais de clôture et la commission de l'agent immobilier, nous envisageons environ 37 000 € chacun, moins que ce que j'avais initialement estimé. Bienvenue dans les mathématiques immobilières. J'ai signé un bail pour un appartement de 2 chambres à environ 8 minutes de notre maison actuelle. Assez proche pour que la situation scolaire reste la même. Elle retourne apparemment vivre temporairement chez ses parents jusqu'à ce qu'elle trouve sa prochaine étape. Je le sais parce que son père me l'a dit, pas parce qu'elle l'a fait. Son père, d'ailleurs, m'a appelé une fois de plus. Il a dit, « Je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je le comprends. » Puis il a dit, « Prends soin de ses enfants. » Je lui ai dit que je le ferais. Cette conversation a duré environ 90 secondes, et c'était l'un des échanges les plus décents que j'ai eus tout au long de cette affaire. Les enfants vont bien, ou aussi bien qu'ils peuvent l'être. Mon fils m'a demandé pourquoi maman et papa ne dorment plus dans la même chambre. Je lui ai dit que parfois les adultes ont besoin de leur propre espace mais que nous l'aimons tous les deux, lui et sa sœur, de la même manière que toujours. Il a dit, d'accord, et a demandé si nous pouvions avoir de la pizza. Nous avons eu de la pizza. Ma fille a 3 ans. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle veut juste être là où quelqu'un lui lira un livre. Je lui lis 3 livres tous les soirs. Je continuerai à lui lire 3 livres tous les soirs aussi longtemps qu'elle me le permettra. Je ne suis pas en plein essor. Je ne suis pas brisé. Je suis quelque part au milieu où tout a un goût un peu fade et où l'avenir est flou, mais la prochaine étape est toujours claire. Se lever, aller au travail, aller chercher les enfants, préparer le dîner, lire les livres, aller dormir, répéter. C'est l'algorithme en ce moment, et c'est suffisant. Le livre de développement personnel est toujours sur la table basse du salon. Je n'y ai pas touché. Je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le brûler. Je vais juste le laisser là pour la prochaine famille qui achètera cette maison. Peut-être qu'ils le mettront au recyclage. Peut-être qu'ils le liront et auront une meilleure expérience. Peut-être qu'ils l'utiliseront comme sous-verre. Ce n'est plus mon problème. Si vous lisez ceci et que votre partenaire vient vous voir avec un plan qu'il a tiré d'un livre, d'un podcast, d'un groupe Facebook ou d'un thérapeute TikTok,
Un plan qui implique de réécrire les règles de votre mariage tout en gardant tous les avantages. Faites confiance à votre instinct. Votre première réaction est généralement la bonne. La mienne était, j'ai dit que ça ressemblait à un divorce, et j'avais raison. La seule chose que j'ai mal faite, c'est d'être surpris. Merci d'avoir lu. Allez embrasser vos enfants si vous en avez. Cette partie n'a pas besoin de congé sabbatique.